Le deuxième invité de cette matinale, c'est Bernard Clairfailly. Bonjour. Bonjour. Ministre, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ministre en charge, entre autres, de l'emploi en région bruxelloise. Si vous avez des questions pour lui, vous les posez sur Facebook. Martin, c'est parti. Ouais. Bernard Clairfailly, peut-être commencer avec ce que Pierre disait dans les titres, ce qu'il annonçait dans les titres. Ça commence doucement à ressembler à un vaudeville, cette histoire autour des masques de protection. Il y a eu ces masques détruits. Maintenant, il y a des masques qui ne sont pas conformes et qu'on va devoir détruire. Ça vous inspire quoi, vous, comme réflexion ? Comme tous les citoyens, on est tous presque dégoûtés d'apprendre ce qui se passe. Ouais. Donc, il y a une demande de masques. Vous en parlez régulièrement. Tous les secteurs qui ont besoin de masques, tous nos soignants qui sont en première ligne, toutes nos maisons de repos où il y a une difficulté majeure. On a vraiment besoin de masques. Alors, je peux comprendre que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées puisque la demande de masques a explosé, et que ce soit très très compliqué puisqu'ils viennent de très très loin, de Chine et d'ailleurs. Mais en attendant, on voit aussi des images de pays qui ont des masques, de pays qui distribuent des masques à l'entrée des grandes surfaces parce qu'elles sont réouvertes. Oui. Et donc, on s'étonne que la Belgique ne soit pas capable de faire au moins le minimum et avoir des masques au moins pour les soignants. Mais c'est un défaut de prévoyance ou d'organisation ou il y a quand même quelque part quelqu'un qui va devoir répondre de ces non-actes finalement. Écoutez, on parle de faire une commission d'enquête au-dessus de la crise. Je crois aujourd'hui que, pour reprendre le mot du du président français, c'est une guerre contre ce virus. Aujourd'hui, c'est la guerre. On ne doit pas commencer à discuter de remplacer les généraux au milieu de la guerre. On doit aller jusqu'au bout, on doit mettre toutes les forces, on doit être solidaire. Mais après, on va devoir faire un sérieux débriefing sur notre mode d'organisation. Cette crise révèle nos forces et nos faiblesses. Nos forces, c'est cette belle solidarité qu'il y a, cette belle résilience dans la société, mais en même temps, il y a des faiblesses. On pointe le doigt dessus et il faudra faire le bilan après. Alors, vous êtes en charge de l'emploi, notamment en région bruxelloise. On va venir là-dessus dans un instant. Encore une question sur la situation des homes et des maisons de retraite en région bruxelloise. Ça se passe comment, là ? Beaucoup d'inquiétudes. Voilà, il y a aussi des difficultés là comme ailleurs. Mon collègue, M. Marron, cherche à coordonner les demandes de tous les secteurs pour pouvoir remonter collectivement les besoins qu'il y a en matière de matériel, notamment pour obtenir de la task force fédérale la livraison des matériels qui sont requis. La région bruxelloise a fait appel pour une maison de repos en difficulté déjà à l'armée, aux services médicaux de l'armée, fantasmement pas, aux services médicaux de l'armée pour remplacer des personnels qui étaient absents pour raison de maladie. Donc tout ça est relativement bien coordonné, mais dans cette situation de crise et d'un petit peu on invente des solutions jour par jour avec la meilleure bonne volonté. La guerre, comme vous disiez, mais la situation reste tendue dans les maisons de repos, on le sait bien. Alors Bernard Clairfailly, au niveau de l'impact socio-économique de ce Covid-19, ce sera évidemment colossal, ça on en parle tous les jours. Qu'est-ce que vous faites avec vos propres compétences, notamment pour aider peut-être les personnes les plus fragiles, les plus démunies. J'ai vu qu'il y avait des mesures qui allaient être prises, je vais y arriver, pour les titres-services et les aides ménagères. Donc les mesures d'urgence qui sont prises par tous les niveaux de pouvoir, de l'Europe, vous en parlez jusque dans les communes, c'est d'assurer la liquidité au secteur économique pour éviter de tomber en faillite et de garantir des revenus aux ménages qui sont impactés afin qu'il n'y ait pas de situation socialement dramatique comme c'était le cas dans les crises précédentes. Donc dans le secteur qui me concerne, en particulier les titres-services, nous devons prendre une décision au gouvernement pour aider les entreprises et les services avec une prime unique de 4 000 € qui est propre à ce secteur-là, pour les entreprises elles-mêmes, mais surtout pour garantir aux aides ménagères, aux travailleuses dans le secteur qui vont toucher du chômage temporaire, chômage économique, environ 70% de leurs revenus, qui ont une allocation complémentaire encore de l'ONEM. La région rajoute une allocation, une prime particulière de 2,50 € de l'heure, peu importe, qui va aboutir au fait qu'elles vont conserver pendant le mois de mars et avril 95% environ de leur salaire. Ce sont principalement des personnes qui ont des petits salaires, qui sont au bas de l'échelle, qui n'ont pas souvent des temps pleins. Et donc l'objectif, c'est de garantir pratiquement environ 95% de leurs revenus. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les plus faibles et les plus démunis, comme je le disais. Pour éviter des crises sociales comme ils sont des produits dans d'autres crises précédentes. Et vous relayez des problèmes dans les entreprises de titres-services, justement. Vous pensez qu'avec cette mesure, on franchira le cap ? La plupart sont mises en arrêt d'activité parce que les conditions de travail ne permettent pas de garantir... C'est combien de personnes là qui travaillent dans ce secteur ? Alors c'est 28 000 personnes en région bruxelloise, 22 000 qui sont domiciliées en région bruxelloise, c'est 239 entreprises sur le territoire de Bruxelles. C'est un chiffre annuel, une dépense d'environ 20 millions par an, normalement. Par mois, que nous remboursons titre de service, plus ce que paye l'utilisateur. Il faut reconnaître que on n'a pas les chiffres précis parce que les retours de chèques ne sont pas encore, sauf qu'à un mois de retard, mais il y a 85-90% de baisse d'activité. Il reste encore des
petits cas dans lesquels il est utile. Dans certaines entreprises, des petits services. Non, par exemple, des personnes qui sont très dépendantes, des personnes âgées qui ont besoin d'une forme d'aide à domicile, des personnes qui sont un couple de soignants qui travaillent toute la journée à l'hôpital et qui ont peut-être besoin que leur maison, leur linge, leur ménage soit fait pendant ce temps-là, qu'ils puissent repartir au travail. C'est à la marche. C'est 10-15% d'activité, je n'ai pas les chiffres précis, mais c'est de cet ordre-là. Et nous souhaitons le maintien de ces activités parce qu'elles sont essentielles. Des personnes handicapées qui ont besoin d'aide ménagère aussi. Bien sûr. Donc tout est pris comme mesure à ce niveau-là pour qu'il y ait une continuité des services. Plus largement, Bernard Clairfailly, l'impact de cette crise sur l'emploi à Bruxelles. Alors, sur le chômage temporaire, on a vu les chiffres, 1,250 million au moins dans le pays. Sur Bruxelles, c'est environ, je crois, 180 000 travailleurs des entreprises bruxelloises qui ont introduit du chômage temporaire pour 180 000 travailleurs sur 700 000. À Bruxelles, à Bruxelles, c'est énorme. Ce ne sont pas tous des Bruxellois, puisque pour moitié, c'est des navetteurs, donc je n'ai pas de chiffres précis, que l'ONEM n'en fournit pas semaine par semaine, mais nous cherchons à les obtenir pour suivre la situation. Tant que c'est du chômage temporaire, c'est en soi, entre guillemets, une bonne nouvelle, ça veut dire que les entreprises veulent conserver le lien de travail avec leurs travailleurs. Les entreprises souhaitent repartir, recommencer à travailler. C'est une parenthèse, quoi. C'est une parenthèse. Nous espérons que c'est une parenthèse. Mais évidemment, comme on nous annonce qu'il risque d'avoir un impact économique de baisse de la production, de baisse de la consommation, de baisse des revenus, il n'est pas impossible qu'il y ait, lorsque la reprise se fera, quelques pertes d'emplois, quelques faillites d'entreprises, quelques réductions d'activité. Il y a une série de secteurs qu'on sait être fortement impactés. Vous avez parlé du secteur des vacances, du tourisme, l'Horeca, qui ne va sans doute pas ouvrir ses portes rapidement. Donc ça risque d'avoir, dans quelques mois, un impact de baisse d'activité. On a déjà une idée d'une projection des chiffres sur les chiffres du chômage. On sait simplement que l'Economic Risk Management Group a estimé, la Banque nationale, le bureau du plan ont estimé qu'on aurait peut-être une perte du produit intérieur brut de 8%. 8% du PIB. 8% de PIB en moins, ça va faire son contenu en emploi de baisse et donc un chômage plus structurel, plus durable, qu'on verra dans les mois qui viennent, dans les trois régions. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, certainement pas pour les jeunes. Donc nous nous y préparer aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est que ces chômeurs supplémentaires sont des chômeurs qui vont sortir du travail, c'est-à-dire qui ont leurs compétences et sont prêts à retourner au travail dès que l'activité va reprendre. Donc, l'objectif, ce sera de soutenir la reprise d'activité. La plus rapide possible. Mais la Belgique dépend beaucoup des exportations. La situation est la même en Allemagne, en France, en Angleterre, dans tous les pays qui nous environnent. Donc, on a un vrai besoin de coordination mondiale, à tout le moins européenne, sur la reprise. Et la bonne nouvelle de ce matin, c'est que l'Europe s'engage enfin, peut-être pas de la manière idéale que certains souhaitent, mais en tout cas, elle s'engage avec des moyens. Ça a mis du temps, mais en tout cas, il y a des moyens. Pierre Fagnaire via Facebook. C'est une question d'un autre Pierre sur Facebook, une question qui revient relativement régulièrement, mais qu'on pose à chaque fois, à chaque responsable qui vient ici en plateau ou en Skype. Toutes ces mesures qui est évidemment pas budgétées, pas comprises dans les budgets au départ, ça va coûter de l'argent au final, ça va faire exploser les budgets, aussi bien au niveau de l'État fédéral que des régions. On va faire comment pour payer ? Alors, ça va bien évidemment faire exploser les budgets. C'est une situation de crise comme il n'arrive pas souvent. Des crises comme celle-là, c'est pas souvent. Et ce qu'il faut faire dans ces crises, c'est éviter que la crise ne s'aggrave. Et donc, il faut dépenser de l'argent public pour empêcher que la crise ne s'aggrave. Parce que si elle s'aggrave, les conséquences sociales, mais aussi budgétaires et financières pour l'État seront pires. Si l'activité dégringolait de plus que de 8%, mais de 15%, alors les recettes fiscales de l'État des années suivantes sont perdues. Il n'y a plus les moyens d'assurer la protection sociale, d'assurer la solidarité, d'assurer la relance. Donc les dépenses qui sont faites maintenant en surplus des budgets qui ont été prévus, permet d'amortir la crise et de préparer les conditions de relance. Et donc, tous les livres d'économie vous expliquent qu'en cas de crise, il est absolument nécessaire que les pouvoirs publics jouent ce rôle de stabilisateur, de stabilisateur pour empêcher que la crise ne soit plus grave. Alors évidemment, ce sont des montants qui vont être empruntés sur les marchés. Il y a plein de liquidités sur les marchés aujourd'hui. Donc c'est un bon usage, ces liquidités qui ne servent à rien, les réinjecter dans l'économie, garantir des revenus aux ménages. Typiquement, si l'État n'était pas là pour assurer le chômage temporaire, 70% et un petit peu plus des revenus, avec un maximum de ceux qui sont mis temporairement au chômage, que feraient ces personnes qui n'ont pas de salaire ? Elles iraient sinon au CPS. Ça coûterait aussi à l'État. Autrement dit, c'est un mécanisme qui permet de prévenir des situations plus graves. Et donc, c'est une bonne chose. Évidemment, ça coûtera beaucoup à l'État. On annonce à des déficits à 5, 6, 7% du produit intérieur brut, des chiffres qu'on n'avait jamais imaginés auparavant. C'est de l'emprunt, donc c'est les générations futures qui vont devoir rembourser cet emprunt et ou la reprise de la croissance économique qui est là pour amortir l'impact de la dette à l'avenir. Oui, Bernard Clairfailly, donc vous êtes en charge de l'emploi à Bruxelles. Pour le moment, le nouveau mantra, évidemment, le nouvel outil, c'est le fameux télétravail, la digitalisation. Ça va rester, vous pensez, après cette crise, ça va perdurer, ce recours au télétravail
télétravail ou on va revenir à nos anciennes habitudes? Alors je pense qu'on vient un peu dans la catastrophe, dans l'urgence, de mettre, il y a à peu près 30% des travailleurs en télétravail aujourd'hui. C'est énorme, c'est énorme. Alors tout le monde a un peu improvisé, on le fait dans sa cuisine avec les enfants qui jouent à côté, ça pas fait pratique, du bruit, pas pratique. Les visioconférences qu'on fait maintenant sont un petit peu improvisées, mais en tout cas, on a montré que c'était possible. Je ne dis pas qu'on va rester à ce niveau-là, mais je pense que dans beaucoup d'organisations, on va repenser demain le travail différemment. Ah bon, oui. J'ai le sentiment qu'on n'a qu'à tester grandeur nature, cette capacité à quand même faire du travail en télétravail. Et donc je pense que beaucoup d'entreprises, d'organisations vont modifier leur mode de travail et reconnaître que par le télétravail, on peut parfois mieux organiser. On n'est pas la moins société. productif, pas forcément moins productif. On n'est pas forcément moins productif. Bon. Il y a déjà des entreprises qui le faisaient. Il y avait déjà presque 10% de gens qui étaient en télétravail partiel. Aujourd'hui, c'est 30% alors avec la crise. Mais aujourd'hui, d'après un dernier sondage, ce serait près de 30% des gens qui ont été mis en télétravail. Je ne suis pas sûr qu'ils travaillent tous 8 heures par jour parce que parfois le niveau d'activité a diminué, mais les gens peuvent répondre à des mails, répondre à des visioconférences, des réunions de travail et quand même assurer un maintien d'activité partielle pour les entreprises. Certaines sont fortement touchées, d'autres sont toujours en activité. Il y a même des secteurs où il y a au contraire un stress relatif, toute l'alimentation, tout le transport. Bien sûr. Pierre, via Facebook. Pas mal de questions sur Facebook, des questions assez précises. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui avaient des contrats à durée déterminée, des CDD qui ne seront peut-être pas renouvelés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé pour eux? Je vous mets quelques questions dans le désordre. Pour le personnel des cliniques, des homes qui sont touchés par le coronavirus, je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais est-ce qu'à ce moment-là, ça tombe sous la législation des accidents de travail? C'est Vincent qui demande comme ça est-ce qu'ils pourront encore récupérer des revenus ou oui ou non? Et Emmanuel, enfin, qui demande les petits commerces qui restent aujourd'hui ouverts, qui ont le droit de rester ouverts, mais dont le chiffre d'affaires diminue drastiquement. A priori, ils n'ont pas droit aux aides puisqu'ils restent ouverts. Est-ce que, comme leur chiffre d'affaires diminue énormément, il y a quand même quelque chose qui est prévu pour eux? Alors, sur la première question, il y a des catégories de questions très différentes sur les cas de chacun. J'invite tout le monde à aller sur le site de l'ONEM, qui a une foire aux questions, une série de facts très claires, très précises. Si les gens sont malades, ils ont droit à l'intervention de l'assurance maladie. Si les gens sont mis en réduction d'activité pour un chômage temporaire pour cause du corona, ils ont droit au remboursement, au paiement du chômage temporaire, 70% de leur salaire, plus une prime de 5,63 € par jour de l'ONEM. Tout ça est très bien expliqué, les conditions, etc. Et il faut d'ailleurs reconnaître que c'est le meilleur mécanisme d'intervention de l'État, le recours au chômage temporaire. 2, pour les pertes d'activité en région bruxelloise, nous avons mis une prime forfaitaire décidée il y a 15 jours pour les secteurs qui ont été forcés de fermer par décision du ministère fédéral, la prime de 4 000 €. Le site primecovid.brussels fonctionne depuis hier. Il y a déjà eu près de 4 000 demandes qui sont introduites hier et ça va aller très très vite. Ce sera versé dans les 15 jours. Nous sommes maintenant en train de réfléchir à notre second train de mesures de soutien économique, justement pour tous les secteurs qui n'ont pas été visés dans cette liste établie par le fédéral des secteurs qui devaient fermer et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour ceux qui ont une fermeture ou une perte d'activité partielle, qui travaillent à 30%, 40%, 50% de perte de revenus, comment nous pouvons les compenser? Mais il est vrai, et je reviens à votre question sur le coût budgétaire, nous n'allons pas pouvoir public, recréer toute la valeur qui a été perdue. Ça, c'est pas possible, il ne faut pas raconter n'importe quoi. On dit que le niveau d'activité sur le mois de mars est de 25 à 30% plus bas que d'habitude. Les pouvoirs publics, globalement, ne vont pas recréer 25% de valeur du produit intérieur brut. Ce serait une somme gigantesque. Par contre, tout ce que nous faisons, c'est déjà beaucoup de milliards réinjectés dans l'économie, permettre que les entreprises ne tombent pas en faillite, qu'elles tiennent le coup, le temps que la crise durera, et que les travailleurs retrouvent quand même un minimum de revenus. Encore une question peut-être aussi sur la 5G, pour terminer, puisque Proximus a fait des annonces et lance la 5G un peu partout. À Bruxelles, c'est plus compliqué. Alors, les normes à Bruxelles sont plus strictes que les normes des Wallonnes. Voilà pourquoi Proximus ne travaille qu'en Flandre et en Wallonie. Maintenant, Proximus fait, je crois clair, un joli coup de com' pour Proximus parce qu'ils appellent ça 5G, mais c'est de la 4G+. C'est pas de la vraie 5G, quoi. C'est pas de la vraie 5G, mais peu importe. Les technologies évoluent sans cesse, on le sait. Il y a un débat en région bruxelloise, mais également en Flandre et en Wallonie, sur le niveau des normes existantes actuellement, dont les opérateurs disent qu'elles ne permettent pas de développer la 5G. Il y a un débat, une question sur est-ce que ça a un impact sur la santé. Donc nous avons une réflexion maintenant en région bruxelloise, surtout que les normes anciennes datent de technologies anciennes et elles devraient être adaptées à la manière dont la technologie envoie des ondes aujourd'hui, qui est une manière différente. Et il faudra certainement adapter les ondes pour être tout aussi précautionneux en matière de santé, mais permettre le développement de la 5G. Nous y travaillons en région bruxelloise. Merci Bernard Clairfailly. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Martin. Vous revenez tout à l'heure pour parler animaux et comportement des oiseaux en cette période. Nous on fait une petite pause juste après la pause.